Quelles sont les tendances en matière de contentieux? On fait le point tout de suite avec mon invité, Éléonore Anzo, associée chez Linkletters. Éléonore, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble des grandes tendances en matière de contentieux. Pour commencer, on va s'intéresser au recours collectif. On sait qu'il y a eu la réforme de l'action de groupe. Alors, quelles sont les grandes tendances en matière de recours collectif en 2026? Alors, les recours collectifs, c'est clairement une tendance de fond qu'on observe partout en Europe. Et ce qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer sur les recours collectifs à travers l'Europe, c'est que là, vous aviez depuis historiquement des juridictions très actives en Europe, plus que d'autres, qui étaient le Portugal, les Pays-Bas, et qui le sont toujours. Mais ce qu'on voit de nouveau, c'est des juridictions qui étaient plus en retrait, dans lesquelles on voit une activité de recours collectif s'intensifier. Je vous donne l'exemple de l'Italie. L'Italie, aujourd'hui, vous avez une centaine de recours collectifs qui sont en cours. La moitié d'entre eux vient de 2025, a été initiée en 2025. Donc on voit une activation, enfin un développement assez fort dans des juridictions historiquement plus en retrait. Et en fait, ce phénomène-là, il est naturel, il vient de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on a un cadre européen qui est venu favoriser les recours collectifs au profit des consommateurs et qui a été transposé et dont aujourd'hui les acteurs de la société civile peuvent se saisir, notamment dans des cadres transfrontaliers. Vous avez un deuxième phénomène qui est que vous avez des régulateurs qui sont assez actifs et qui facilitent les conditions de mise en œuvre de responsabilité dans des cadres de recours collectifs, puisque vous avez de plus en plus d'actions qui sont consécutives à des manquements réglementaires reconnus par des régulateurs. Et c'est le cas particulièrement en matière de droit de la concurrence et de données personnelles. Et puis, vous avez un troisième facteur qui vient en fait servir de moteur pour ces recours collectifs, qui est une expansion du marché du tiers-financement en Europe. Et donc ça favorise forcément les actions. Bah oui, qui favorise parce qu'en fait, il est un carburant de ce type d'action. Bon, on a vu ce qui se passe en Europe, en France, rapidement. Alors, en France, vous avez une volonté... La France a eu du retard par rapport aux autres juridictions européennes sur la transposition de la directive sur les actions de groupe. Ça a été corrigé avec la loi du 30 avril 2025. Et donc, il y a une volonté politique forte de favoriser ces actions de groupe. La question aujourd'hui, ça va être de savoir si les acteurs de la société civile, les associations agréées vont s'en saisir. Alors vous, votre sentiment là-dessus? Alors, pas de boule de cristal, hein, donc on va voir. Le club des juristes a rendu un rapport assez sceptique sur le fait que cet outil va véritablement rencontrer un succès auprès des associations. Mais bon, en réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, de toute façon, en dehors de l'outil de l'action de groupe, vous avez la possibilité de fédérer des personnes physiques et morales autour de procédures de droit commun. Et on voit de plus en plus des procédures qui regroupent, que ce soit d'ailleurs des procédures pénales ou des procédures civiles, qui regroupent de plus en plus de demandeurs, avec des masses agrégées de demandeurs de plus en plus fortes. Vous avez eu un dossier là au pénal avec 8000 parties civiles qui se sont constituées. Donc vous avez des masses de demandeurs importantes devant les tribunaux. Un des phénomènes qui peut venir accélérer ça en France, c'est la pénétration sur le marché français des tiers financeurs également. Ce qui est vrai en Europe est vrai en France. Mais de façon moins aboutie, j'ai l'impression que c'est moins le cas, mais vous pensez que ça va venir en 2026 ? Alors, je crois que les tiers financeurs sont encore un peu timides sur le marché français parce que vous avez un cadre juridique qui est assez incertain, avec beaucoup de questions qui sont en train d'être posées, donc ils avancent timidement. Néanmoins, aujourd'hui, le tiers financement est plus confiné à l'arbitrage, là où traditionnellement on voyait des tiers financeurs dans le monde de l'arbitrage. Aujourd'hui, on voit du tiers financement dans des actions qui sont intentées pour des consommateurs. Et ça, c'est nouveau. Ça pose tout un tas de questions. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce cadre-là, la loi du 30 avril a commencé à apporter un cadre au tiers financement qui est encore assez inabouti, enfin pas encore testé, et qui en fait va donner lieu probablement à un nid à contentieux, parce que ce qu'on voit aussi en Europe, et en fait c'est également une tendance, hein, c'est que là où l'Union européenne et pourtant est un peu dans une position attentiste sur le cadre réglementaire à donner au tiers-financement. En réalité, dans toutes les juridictions européennes, enfin dans beaucoup de juridictions européennes, les questions autour du tiers-financement sont en train d'être posées. Donc vous avez des premières décisions au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas sur le tiers-financement, sur la question de la rémunération du tiers-financeur, rémunération excessive ou pas, sur la question de l'indépendance du tiers-financeur. Et donc il y a toute une série de questions qui sont en train d'être testées et qui donnent lieu à des contentieux propres.
Donc on va voir comment ça se développe. C'est évident que le jour où le tiers financement trouvera un cadre plus clair en France, il pourra servir de moteur au développement de ce type d'action. Alors, au-delà des actions privées, il y a aussi la pression des régulateurs. Qu'est-ce que ça donne en termes de risque pour les entreprises ? Alors, la pression côté régulateur, enfin côté pouvoir public, en fait, vous avez un double mouvement qui est d'abord un encadrement plus fort et une harmonisation plus forte des règles qui touchent notamment à la question de l'intégrité des affaires. Donc, on le voit sur le blanchiment avec une nouvelle autorité européenne, on le voit sur la corruption, on le voit sur les sanctions européennes, on le voit sur la pénalisation du droit de l'environnement. Donc, il y a clairement un mouvement, il y a un durcissement des attentes réglementaires. Et à côté de ça, des régulateurs qui sont aussi très actifs. Alors, c'est pas je ne vais pas vous dire que c'est un mouvement nouveau, parce qu'en fait, c'est un mouvement qu'on observe depuis plusieurs années, mais dont on ne voit pas le reflux. Et des autorités de régulation qui sont très actives. Alors, aussi bien les autorités financières, où on voit que le montant des sanctions pécuniaires à travers l'Europe a augmenté de manière générale. Idem pour les autorités de la concurrence. Les sanctions pécuniaires ont doublé, donc c'est aussi un mouvement fort. Et pareil pour les autorités en matière de données personnelles. Donc, vigilance de ce côté-là aussi. Vigilance, évidemment, mais comme toujours. Et surtout que ce qu'on anticipe aussi, c'est en fait les deux mouvements sont liés, avec ce qu'on évoquait un peu plus tôt sur les recours collectifs, c'est-à-dire que le travail des régulateurs facilite la mise en œuvre de la responsabilité de fait, même si il y a évidemment après toute une série de discussions qui naît dans le cadre de procédures civiles indemnitaires, mais ça facilite de fait la mise en œuvre de la responsabilité et les recours collectifs, ne serait-ce que parce que on voit bien qu'une décision d'un régulateur peut donner une idée à une association parce que ça crée un momentum médiatique et que ça peut aider, participer à favoriser, à fédérer un nombre de victimes alléguées. Alors, un autre risque qui est particulièrement prégnant, c'est le risque climatique. Et c'est un risque de contentieux pour les entreprises. Qu'est-ce que vous voyez pour 2026 sur ce thème ? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a beaucoup parlé d'ESG. Vous en avez entendu parler tout le temps au cours des dernières années. Et en fait, on voit qu'il y a un peu un mouvement d'aller-retour sur le sujet, parce que tout le monde en parlait. En fait, finalement, le législateur, c'est un peu en train de retomber d'une certaine manière. On a un mouvement du législateur européen qui cherche à simplifier les normes, à revenir un peu en arrière par rapport à une régulation, une forme de dérégulation. Mais à côté de ça, la réalité, c'est que dans les prétoires fleurissent toujours des contentieux sur les sujets climatiques, qui sont la mise en œuvre de la responsabilité des entreprises en lien avec leurs impacts climatiques, la mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants. Donc malgré tout, le risque est toujours présent. Le risque est toujours présent, ce d'autant que on a des acteurs de la société civile, des activistes qui utilisent le contentieux comme une arme stratégique et comme un outil de changement social. Et ils ont très très bien compris que il y avait le plaidoyer public et il y avait le contentieux stratégique devant les prétoires. Et ça se retrouve partout dans toutes les juridictions européennes aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Éléonore. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes associée chez Linklaters. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.